Check the mic and make sure it sound right, boys. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Chave FM, le podcast Made in La Clusaz. Et on est là pour vous faire découvrir les personnalités du coin, les champions, les artistes, les artisans, les habitants de la vallée, mais aussi du coup nos producteurs locaux. Alors aujourd'hui pour ce 9e épisode, ça fait déjà 9, ouais, on reçoit pas n'importe qui, on reçoit un duo. On va dire que c'est un peu nos dealers de boissons à consommer avec modération. Nous avons le plaisir d'avoir derrière le micro aujourd'hui Sarah et Romain Gauthier de la distillerie des Aravis. Salut à vous deux. Bonjour à tous. Bonjour la Clusaz. Comment ça va? Super, on est bien content d'être là. Ça va plutôt bien, on va amorcer la saison d'été avec encore plein de bonnes nouvelles, plein de bonnes choses. On a beaucoup travaillé entre la saison d'hiver et la saison d'été pour pouvoir tous vous recevoir dans les meilleures conditions. C'est parfait, on va pouvoir discuter de tout ça. Alors, la distillerie des Aravis, c'est une institution, ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années que ça existe, mais vous êtes arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. La grande question pour commencer et puis vous présenter, c'est pourquoi la Clusaz et comment vous avez atterri ici? Alors, pourquoi la Clusaz? Alors nous avec Romain déjà à la base on est ardéchois pour se présenter, on vient d'un petit village en Ardèche qui s'appelle Saint-Désirat. Et nos parents sont dans le milieu des spiritueux depuis plusieurs générations maintenant. Ils ont fait beaucoup d'eau de vie de fruits en Ardèche, donc de la poire, de l'abricot, mirabelle. Et donc on avait l'habitude de travailler avec nos parents et on a décidé de quitter papa-maman pour venir à la Clusaz et faire du génépi parce qu'on a eu l'opportunité de reprendre cette distillerie déjà existante et qui avait fermé en 2017 et qu'on a voulu refaire revivre avec un petit coup de jeune. C'est 2018. Ah, 2018 ? Oui. Ah oui, c'est vrai. 2018. Okay. Voilà. Et c'est pas un petit projet au final, parce que là c'est quand même du gros. Enfin... c'est-à-dire que en fait, ça s'est fait un petit peu par hasard. Ouais. C'est vrai que c'était une opportunité pour nous de pouvoir travailler des produits qu'on connaissait moins à la base, notamment le génépi, qui est vraiment la plante, la fleur star locale. Alors bon, effectivement, au début, il a fallu faire plusieurs essais. C'est vrai que nous, on était sensibilisés depuis très jeune à ce métier-là. Moi, j'ai distillé depuis que... Plus que je suis né, mais presque, en tout cas depuis 14-15 ans je passe mon temps derrière les alambics, donc c'est vrai qu'on avait déjà ce savoir-faire, et donc on a essayé de reprendre les recettes artisanales, les recettes traditionnelles locales, et puis toujours apporter un petit peu notre patte et de faire des améliorations pour toujours essayer de gagner en qualité, et que vous, consommateurs très réguliers de génépi à la Clusaz, vous puissiez avoir les produits de meilleure qualité qui puissent être. Voilà. Ok, et voilà, comme ça ceux qui nous écoutent ont la petite histoire, on va dire, et on va essayer de creuser un petit peu plus tout ça. Donc du coup, qui fait quoi à la distillerie? Toi, tu distilles? C'est-à-dire que moi, je vais être plutôt col bleu, c'est-à-dire toute la partie production, distillation, embouteillage, voilà, puis création d'un petit peu de nouveaux produits. Et Sarah, ça va être plutôt tout le reste, c'est-à-dire plutôt col blanc avec l'accueil des touristes, la partie communication, si vous voulez faire une dégustation et si vous voulez faire une visite, c'est souvent aussi avec Sarah que ça se passe. Et voilà, donc c'est vrai qu'on est assez bien répartis sur l'ensemble des tâches à effectuer dans une distillerie. Bien équilibré. Elle s'occupe aussi de la douane, elle s'occupe aussi tout, la tout paperasse, en fait. Voilà. Des trucs, En fait, elle fait tout et moi je fais juste et moi je fais pas grand chose. Ouais, les deux restent quand même des gros boulots. Ça s'improvise pas de toute façon. Ouais, puis comme tu disais, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, quoi. Tout à fait. C'est un peu ça, alors je sais pas si ça a laissé des séquelles ou pas. Des bonnes séquelles vu les produits qu'on goûtera tout à l'heure. Mais effectivement, alors à la base c'est notre grand-père avec notre arrière-grand-père qui a vraiment commencé un petit peu par hasard ce métier de distillateur. Ils étaient producteurs de fruits, donc maraîchers et puis surtout producteurs de poires. Puis c'est vrai qu'une année où on avait eu une mauvaise récolte, où les fruits étaient tombés au sol suite à un coup de chaud un peu subi au mois d'août, on s'était dit que c'était intéressant de pouvoir tout passer en distillation pour pouvoir toujours valoriser cette production. Garder le produit, Puis c'est avéré qu'en fait on a eu un certain talent, en tout cas notre grand-père a eu un certain talent, et puis ça s'est plutôt bien passé. Alors il a commencé à vendre ses premières bouteilles de poire. Petite anecdote, les premières bouteilles de poire ont été vendues au col des Aravis. Alors
comme quoi c'est des chemins. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, ouais, c'est des chemins qui sont un petit peu croisés, qui sont un petit peu. Voilà. Ah bah, retour aux sources. Retour au premier client. Est-ce que, enfin là on parle du coup des métiers de chacun, mais est-ce que vous seriez capable d'échanger de métiers ou par exemple toi tu sais distiller un petit peu, Sarah? Eh ben non, ça c'est quelque chose qui reste propre aux hommes dans la famille. C'est vrai que j'ai pas encore appris à distiller. Romain le fait, ouais je pourrais apprendre, mais c'est vrai que Romain le fait beaucoup mieux que moi. Il a plus cette sensibilité gustative que moi, il a plus d'expérience et je lui fais 100% confiance. Je lui fais 100% confiance et c'est vrai que voilà, ça fonctionne bien comme ça. D'accord. Voilà. Ok, eh ben, juste pour vous annoncer à vous deux et aussi aux auditeurs, on aura un petit jeu tout à l'heure dans le podcast, un petit quiz pour essayer de vous départager, alors pas sur le métier en tant que tel, mais en tout cas sur les connaissances et sur l'art de distiller ou l'art de connaître le produit. Donc restez jusqu'au bout du podcast, on fera un petit jeu tous ensemble et vous pourrez jouer aussi en nous écoutant. Oui. C'est pas cool, c'est ça que tu dis. Bah, l'alcool, c'est pas cool. Oui, c'est pas cool. Quoi? C'est pas cool? Oui, j'ai dit que c'était pas cool. L'alcool, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Alors pourquoi il y a le mot cool dans l'alcool? Vous êtes toujours à l'écoute de Chave FM, le podcast de la Clusa, en compagnie de Sarah et Romain Gauthier, le duo de la distillerie des Aravis que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Et pour approfondir finalement ce métier, cet art, on voulait déjà se demander, enfin c'est une question qu'on se posait, ça fait quoi de bosser entre frères et sœurs? Parce que c'est la famille, ok d'accord, mais c'est peut-être des fois particulier, comment ça se passe? Bah, ça se passe plutôt bien étant donné qu'on a chacun justement nos tâches prédéfinies. Voilà, après c'est la famille, des fois on s'engueule, des fois ça se passe très bien. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce filtre qu'on peut avoir avec d'autres collaborateurs, alors du coup c'est vrai qu'on a plus des relations qui sont très cash, mais c'est pas mal, ça permet aussi de se dire les choses et de ne pas laisser justement traîner des situations. Ça va peut-être plus vite, ouais. Ça va plus vite, donc au moins on est sûr que voilà, dès qu'il y a quelque chose qui va, on arrive à le dire, mais surtout quand il y a quelque chose qui va pas, au moins on est sûr que tout le monde est au parfum. Donc, plus vite, plus fort. Voilà, plus fort, mais c'est bien, comme ça au moins ça nous permet d'avancer vite dans la bonne direction. On essaye en tout cas. Ok. Ouais. Et alors pour qu'on imagine un petit peu comment ça se passe une journée à la distillerie, une journée type on va dire, parce que bon, c'est pas forcément toujours pareil, mais... Déjà on boit le café avec la poire. À quelle heure? Vers 8h30, quelque chose comme ça. Okay. Après, moi je descends pour vider mon alambic de la distillation que je fais la veille. Donc je vais remplir avec une macération de génépi. Une macération de génépi, c'est du génépi qui va être infusé dans l'alcool pendant à peu près un mois au préalable. Après, on va tout passer en distillation, donc vraiment remplir l'alambic par à bord aux 2 tiers. Après, on va le mettre à chauffer tranquillement. Donc c'est un alambic qui va chauffer à peu près sur 1 heure de temps. 1 heure, 1 heure et demie. Au bout d'1 heure et demie, on va avoir la première coulée, on va avoir les têtes de coulée qui vont arriver. Donc là, il va falloir que je sois disponible pour pouvoir réceptionner ces premières coulées de l'alambic. Une fois que l'alambic est bien réglé et qu'il coule et qu'on est vraiment au cœur de chauffe, en tout cas en ce qui me concerne, je vais pouvoir me dédier à d'autres tâches, on va dire, inhérentes au métier de distillateur, c'est-à-dire toujours préparer des macérations, sélectionner des aromatiques, puis un petit peu de mise en bouteille toujours, hein, donc briefer un petit peu voilà, les équipes s'il y en a pour pouvoir attaquer la journée d'embouteillage dans de bonnes conditions. Un peu comme un cuistot quoi, il y a la recette, ça tourne, une fois que ça part au four on va dire. Voilà, après je vais faire la sieste. On attend que ce soit prêt. Ouais. Et pour toi du coup? Moi le matin après le café, la première chose que je fais c'est que je regarde les commandes de la journée puisqu'on peut commander nos bouteilles sur internet. Alors il y a toutes les commandes perso qui s'affichent dans nos fils d'actualité et puis après il y a les commandes pro qu'on prépare, que je donne à Juliette qui travaille avec nous et qui prépare les commandes, et puis après je réponds aux mails, je fais des devis en fonction de ce que j'ai à faire. Des fois je dois faire des déclarations aux douanes par rapport voilà, c'est plus les rendez-vous pour les visites. C'est un métier hyper réglementé aussi là-dessus. Et là-dessus il y a un gros travail dans l'ombre on va dire sur tout ce qui est la gestion des taxes et des droits avec les douanes, tout ça, donc ça prend pas mal de temps. Et les visites et aussi. Les visites en pleine saison à gérer pour caler les créneaux, voilà.
Voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, franchement, n'hésitez pas. On l'a déjà fait, voire refait plusieurs fois, avec la famille, avec des amis, avec des vacanciers. Et on apprend plein de choses. Ça permet de visiter, de découvrir les lieux qui ont vraiment été bien réarrangés. Découvrir un métier et des super des super outils de travail, puisqu'on n'a pas l'habitude de voir l'alambic, des belles choses, quoi. Et puis la petite dégustation à la fin qui fait toujours plaisir. Vous devez sûrement expérimenter pas mal de choses aussi, tester des nouvelles recettes. Est-ce qu'il y a des trucs qui auraient foiré, que vous pourriez partager avec nous, ou en tout cas, ou alors des réussites que vous avez sorties au fil des années? Oui, de toute façon, c'est un petit peu le métier de distillateur, c'est un métier gastronomique, hein. C'est-à-dire que de la même manière où on va construire une recette de cuisine, on va construire une aromatique, donc après il faut faire des assemblages, des essais, et systématiquement on se rend compte qu'on a certaines saveurs qui s'associent très bien avec d'autres, et d'autres qui peuvent être très bonnes indépendamment, mais qu'une fois mélangées, vont nous donner un goût qui finalement nous plaît pas du tout. Voilà, donc après, un petit peu des tambouilles, on a déjà fait beaucoup. Effectivement, bon après, encore une fois, hein, c'est parfois en se trompant qu'on arrive justement à avancer, à progresser et à trouver des choses qui nous permettent de sortir un petit peu des sentiers battus. Là, c'est des trucs tout bêtes, mais simplement on s'est aperçu qu'un produit qu'on fait déjà depuis 2 ou 3 ans, le génépi avec la myrtille, c'est l'association du génépi, encore une fois, qui est la plante emblématique de la montagne, qui, avec la myrtille, qui est elle aussi extrêmement représentée dans nos massifs montagneux, qui fonctionne très 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 bien. Et c'était pas forcément gagné à la base, parce que le génépi, on est plutôt sur des notes très épicées, alors que presque un peu mentholé, alors que c'est vrai que la myrtille, on va plutôt basculer sur quelque chose d'assez fruité, presque un petit peu d'acidité, et finalement on se rend compte que ça marche très bien. Alors après, on ne peut pas non plus dire que le génépi, on peut le mettre à toutes les sauces, parce qu'il y a d'autres aromatiques avec lesquels ça ne fonctionne pas du tout. Dans un petit plat à part, piétir du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Et en préparant l'enregistrement, on s'est aussi posé une question. On trouvait ça génial finalement d'avoir des jeunes, parce que vous êtes jeunes, nous aussi on est jeunes, on est tous jeunes dans nos têtes, qui représentent une activité un peu plus ancestrale. Habituellement, on a l'image d'un distillateur qui a un petit vieux au fond de sa cave en train de bidouiller son alambic. Ça fait quoi finalement d'être jeune et d'avoir un métier de vieux avec beaucoup de guillemets? Alors, nous on voit pas ça comme un métier de vieux, dans le sens où on a toujours vu nos grands-pères distillés, mais aussi notre père distillé. C'est vrai que pour nous c'est plus quelque chose de traditionnel que peut-être de vieux. Oui, et en fait on est super fiers de savoir faire ça à notre âge. C'est quand même top. En fait. C'est-à-dire qu'en plus on vit un peu dans un monde où, quoi qu'on dise, les savoir-faire tendent un petit peu à disparaître. Nous en plus on fait un métier où en fait il n'y a pas de formation, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer un CAP de distillateur, ça n'existe pas. Il y a très peu d'écoles, il y en a même presque pas du tout. Et en fait la seule manière d'apprendre c'est la transmission, c'est-à-dire apprendre au contact d'un distillateur. Alors après ça peut être familial, ça peut être aussi rentrer dans des grandes institutions où on arrive après à apprendre le métier mais toujours sur le tas. Et c'est vrai que c'est important pour nous en tout cas de réussir à conserver ce savoir-faire et d'arriver un jour à le transmettre. Donc toujours un grand intérêt à porter à justement conserver ces techniques de distillation qui peuvent paraître parfois un peu obscures, mais qui ne le sont pas tant que ça en fait, finalement, quand on s'y intéresse de près. Donc oui, on nous traite toujours un petit peu, on a toujours l'impression que la distillation c'est quelque chose, c'est un truc de druide, un petit peu, mais n'empêche qu'il y a des principes de base qu'il faut respecter, comme dans tous les métiers. Et donc après, ça c'est il faut connaître, il faut transmettre, il faut aller de l'avant pour les générations futures. C'est une question de petits réglages, ça joue sur des détails pour faire la différence. Détails, exactement, c'est de la finesse. Vous avez eu des retours d'ailleurs de gens du village ou justement après avoir repris des échanges avec ces personnes-là pour pas la partie intégration, mais venant de l'extérieur et arrivant à la Clusa pour travailler le produit, pour avoir des avis, pour avoir l'histoire. Comment ça se passe quand on reprend ce type d'affaires?
Au début, ce qu'il faut savoir à la Clusa, c'est qu'il y a vraiment des recettes, notamment le génépi qu'on fait, le génépi de berger, qui s'appelait avant le génépi du Père Mathieu. Il y a par exemple la liqueur des Arabiques, qu'on appelle nous maintenant les liqueurs Chave, qui étaient vraiment des produits emblématiques de la distillerie des Arabies. Et donc il y a certaines personnes du village, pour pas dire tout le village, qui étaient extrêmement attachées. Alors c'est vrai que nous, on est retombé un petit peu par hasard sur l'ancien carnet de recettes, avec toutes les annotations, et il a fallu s'approprier ces recettes. Donc il faut se dire que ces recettes-là, c'est exactement comme des recettes de cuisine. Il suffit pas d'avoir les bons ingrédients et de mettre le bon dosage pour avoir le meilleur fondant au chocolat. Donc après, il faut le coup de main, il faut aussi pas louper la cuisson, etc. Et alors on a vraiment eu le cas de personnes qui au tout début, quand on a rouvert la boutique, sont arrivées avec leur ancienne bouteille, de la distillerie des Arabies, qui avait déjà plusieurs années, qui l'ont posé sur le bar et qui sont venus faire des comparatifs avec le nouveau. Et du coup, verdict, c'est que ça s'est bien passé, et à la fin de la dégustation, ils nous ont tous tendu la main en nous disant bienvenue à la Clusa. Voilà, ça a été validé un petit peu comme ça, mais c'était assez drôle. Et on a finalement assez apprécié la démarche, parce qu'on a été content d'avoir été jugé sur la qualité du produit rendu, et pas sur on va dire des rumeurs, ou en tout cas les on-dit populaires. On peut toujours avoir ce petit décalage, mais l'approbation par le savoir-faire, finalement, c'est solide. C'est valorisant. C'est clair. Et ben, on va d'ailleurs passer à la dégustation, parce que vous n'êtes pas venus les mains vides. Et puis on va le partager comme ça de manière audio avec nos auditeurs. Ça permettra aussi de leur donner un avant-goût et de leur donner envie de venir la faire en vrai à la distillerie. Il faut. Donc qu'est-ce que vous nous avez amené par là? Alors on a amené forcément du génépi, donc notre génépi berger, ça c'est notre recette traditionnelle à 40 degrés, avec les plantes dedans, ça c'est notre produit phare, clairement. Et puis toujours dans le thème des liqueurs de plantes, on a ramené aussi la sapinette, qui est pareil, fait en macération et en distillation comme le génépi, mais fait avec des bourgeons de sapin, bourgeons de sapin de la Clusa qu'on ramasse nous-mêmes au printemps. Donc c'est un produit très local aussi. Et puis forcément on a quand même pris une petite poire pour le petit clin d'œil à notre Ardèche. C'est les fruits de nos vergers en Ardèche, de l'exploitation agricole de Romain d'ailleurs, qui l'a arrêté. Et puis le génépi vanille, ça c'est notre nouveau produit de l'été. On a fait une série limitée, on a fait seulement 900 bouteilles, on a voulu faire un test. Voilà, c'est le génépi de l'été, génépi vanille. On a testé même des recettes sympas avec, comme un punch au génépi vanille. On va goûter ça alors. Ouais, il est sympa celui-là. Et nous on a ramené un petit rebloche si jamais il sent bon, il est bien aussi. On l'a senti en ouvrant la porte. Donc, si vous avez un petit creux entre deux verres de dégustation, on peut reprendre un peu de fromage. À savoir que c'est quand même des liqueurs à vertu digestive. Le génépi, c'était vraiment un petit peu fait pour ça à la base. Donc ça ira très très bien avec le reblochon, qui peut parfois être un peu lourd. Là, on va vraiment pouvoir faire glisser tout ça avec un petit génépi sans aucun problème. Par quoi on commence ? On commence par ce que tu veux. J'allais dire le traditionnel peut-être, éventuellement. Ouais, on va commencer par la base. La base de la base. Je fais combien de petits verres, tout le monde en prend? Pour nous trois. Il y en a suffisamment, j'ai pris un magnum. Faut être tranquille. Ça reste une dégustation, c'est pas l'apéro non plus. Hop, voilà, tiens. Merci. Alors moi d'habitude j'aime bien le servir très frais, on peut le mettre au frigo, le génépi ou même au congèle, il va pas geler. Mais il y a deux écoles, il y a ceux qui préfèrent le boire à température ambiante et ceux qui préfèrent bien frapper. Ok. Voilà. On est en montagne. Toujours aussi bon, ouais. C'est un génépi, le génépi de berger qui est naturellement très aromatisé sur la plante. Pourquoi? Parce qu'on en met déjà beaucoup en macération directement dans l'alcool. Après on va le passer en distillation, donc on va pouvoir extraire vraiment la quintessence de la fleur de génépi. Et puis après on va naturellement toujours mettre beaucoup de brins de génépi dans les bouteilles, ce qui va apporter la coloration, toujours un petit peu jaune doré, presque qui peut tirer vers le vert. Et puis ça fait aussi une jolie décoration à l'intérieur de la bouteille, d'avoir tous ces brins de génépi. C'est vrai que c'est un petit peu la signature de ce génépi de berger, c'est d'avoir énormément de brins dans les bouteilles.
En termes de recettes, enfin très rapidement, parce qu'on sait que c'est bien plus compliqué que ça, mais c'est quoi le volume et le dosage de tout ça? Secret défense, ça. J'allais dire des ratios éventuellement généraux, parce qu'il y en a qui bricolent du génépi chez eux, qui mettent plus ou moins de sucre ou des choses comme ça. Bon, la règle, on va dire, populaire pour pouvoir faire du génépi, c'est, vous savez, la règle des 3-40. Alors là, on fait 40 brins de génépi avec 40 sucres pendant 40 jours. Ça, c'est vraiment la règle qui était utilisée d'ailleurs souvent par les bergers. Hein. On a souvent cette trame avec justement les bergers au niveau du génépi. Pourquoi? Parce que c'est tout souvent une plante que, notamment, nos bergers en transhumance allaient ramasser. Puis après, quand ils arrivaient justement à leur chalet d'alpage, ils allaient systématiquement la plonger dans un petit peu d'alcool. Alors ils essayaient toujours de trouver un alcool neutre, c'est-à-dire souvent une eau de vie de pomme, souvent une eau de vie de marc de raisin. C'est ce qui allait être le meilleur marché et le plus neutre en termes de goût. Dans une poire, ça serait peut-être un peu... Oui, il fallait pas que ça prenne notre dessus. Et puis après, toujours mettre pas mal de sucre pour avoir justement cette liqueur, souvent antitussive, souvent censée soigner différents maux, MAUX. On dit toujours maux de tête, maux de ventre et mauvaise humeur. Ça marche à tous les coups au niveau du génépi. Un bon médicament. Un bon médicament naturel. La médecine par les plantes. Je sais que vous avez aussi un autre génépi à la distillerie. Le dry, enfin le sec, le sec. C'est quoi la différence, enfin, pour ceux qui nous écoutent? Il est plus fort, moins de sucre ou... c'est ça. Donc on l'a moins dilué finalement pour le ramener à 50 degrés et on le sucre un peu moins. Donc il n'est pas sucré, il a quand même une certaine rondeur qui le rend un peu plus long en bouche, mais il reste un peu plus minéral. Moi je le trouve plus péchu. Après, moi je le préfère. Pour les palais plus avertis, on va dire. Voilà. C'est vrai que ça chauffe un peu. On a cette tension qui est un peu plus marquée au niveau aromatique. Qui va plaire à ceux qui trouvent que le génépi, on va dire, plus traditionnel, plus conventionnel, est un peu trop sucré. Voilà. Donc on travaille plutôt à la manière d'une autre vie, finalement. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut goûter ensuite? On va peut-être pas non plus tout enchaîner et puis se faire des gros shooters de tout, mais peut-être goûter pour voir un petit fond de génépi vanille, le nouveau produit de l'été. Ouais, carrément. Donc on est dans le génépi. Ça peut être sympa. Alors, on a rajouté une petite gousse de vanille dedans. C'est des gousses de vanille de Madagascar qu'on a eu tout à fait par hasard grâce à un appel. Producteur. En rencontrant le producteur. Et on s'est dit, allez, on va prendre quelques gousses et on va faire un essai. Et on est plutôt convaincus. Et l'idée est venue de qui, du coup, justement, en rencontrant ce gars-là C'est les rencontres qu'on fait parfois, ça arrive souvent dans cette profession, où finalement, c'est la convergence entre le métier d'un producteur, alors ça peut être un producteur de plantes, ça peut être un producteur de vanille, ça peut être un producteur de fruits, et toujours cette connaissance sur la licoristerie, sur la distillation, sur le travail de l'assembleur et du distillateur. Et on va justement faire des essais. Et là, on s'est rendu compte que tout à fait par hasard, en mettant une gousse de qualité, un vanille de Madagascar, dans notre liqueur de génépi, on la laisse macérer un certain temps, obligatoirement. Et la vanille allait libérer son potentiel aromatique et apporter justement beaucoup de rondeur et aussi beaucoup de longueur en bouche. C'est-à-dire que c'est un génépi qui va se tenir assez longtemps dans le palais et qui va embaumer un petit peu avec cette bonne odeur de vanille. Et encore une fois, c'est vrai qu'on a ce côté un peu épicé de la plante qui ressurgit, mais qui va être un petit peu adouci par, encore une fois, l'aspect assez doux, presque un peu crémeux de la vanille qui va se faire connaître. Alors voyons tout ça, enfin goûtons tout ça plutôt. Celui-là c'est une belle nouveauté, vous l'avez sorti il y a quelques semaines quoi. Il y a quelques jours même. La semaine dernière. Il a embouteillé depuis déjà 1 mois et demi, mais c'est vrai qu'il a fallu laisser aussi un certain temps pour faire en sorte que cette vanille infuse dans la bouteille. Et ce qui est intéressant dans ce produit, c'est que bien évidemment toutes les vanilles ne sont pas exactement de la même composition, c'est-à-dire on a des gousses un peu plus grandes que d'autres, on en a pour une raison qu'on ne connaît pas, qui vont apporter plus d'arômes que l'autre. Alors c'est vrai qu'il y a presque des bouteilles qui se ressemblent pas. Ça va pas varier non plus de manière phénoménale, mais d'une bouteille à l'autre, on a des petites divergences et c'est assez intéressant de voir ce produit évoluer. C'est d'ailleurs, je pense, un produit qui peut évoluer encore sur plusieurs années. Qui peut se garder d'ailleurs très très bien, ça peut se garder
dizaine, une quinzaine d'années, un produit comme ça, il n'y a pas il est de super agréable. Ouais, il a cette longueur en bouche là avec la vanille, enfin on sent vraiment bien, c'est un parfum hyper agréable. Ouais, il faut aimer la vanille. Mais Voilà. c'est vrai que si on aime ça, on a ce petite note épicée qui revient surgir, qui vient rehausser ce goût de vanille. Et c'est vrai que c'est un Genepi qui a quand même pas mal de goût. On en est assez satisfait. En tout cas, ça a un fort succès auprès de la clientèle féminine. Ça leur fait aimer le Genepi. Souvent, des fois, le Genepi, ce côté peut-être un peu herbacé, médicinal, il y a des gens qui sont pas fans. Et le fait de rajouter soit un fruit, soit une autre aromatique dedans, ça fait découvrir le Genepi différemment. Parce qu'il y a quand même ce petit goût mentholé de la plante qu'on retrouve un petit peu, mais la vanille reste là en fin de bouche pour faire une petite caresse. Ouais, c'est très agréable. C'est assez agréable. Ouais, carrément. Et donc on va pas faire tout le catalogue non plus, mais au niveau des, j'allais dire de ce qui se vend le plus ou ce qui a le plus de succès, ça reste les traditionnels Genepi et liqueurs des Arabies et où il y a des autres produits finalement qui marchent vraiment bien par rapport à d'autres. Nous, c'est vrai que obligatoirement, on sait que le gros de la production, ça va être systématiquement du Genepi, ça c'est sûr. Ouais. Après, on essaie de le décliner de plus en plus, justement avec ce Genepi vanille, avec ce Genepi à la myrtille qui marche aussi très bien. On essaye systématiquement de pousser sur les plantes, donc avec la sapinette qui fonctionne bien. On a aussi une gentiane qui est assez douce et où on a des très bons retours. C'est vrai qu'après, nous, on a cet ADN de toujours essayer de proposer aussi des eaux de vie de fruits. Pourquoi ? Parce qu'on est producteur, donc c'est-à-dire qu'on a une petite exploitation. Tu fais à peu près 6 hectares de poiriers, donc ça c'est au nord de l'Ardèche. Et là pour le coup on part vraiment de la terre au vert, c'est-à-dire que alors ça fait un peu bizarre, ça fait vert de terre, mais il n'empêche que vraiment pour le coup on a des poiriers, on cultive des poires toute l'année, on les ramasse, on les fait mûrir, on les broie, on les fait fermenter, on les distille, on les assemble. Et là, c'est un produit qu'on maîtrise de bout en bout. Ouais. Ça commence à être un petit peu le cas sur le Genepi, c'est-à-dire qu'on a commencé à planter les premières parcelles de Genepi. On aimerait, en tout cas c'est un projet à l'avenir, d'en planter un peu plus pour pouvoir encore une fois maîtriser l'intégralité de cette chaîne de valeur, cette chaîne de production. Mais donc c'est vrai qu'on essaye toujours d'avoir ce côté fort sur le fruit pour pouvoir faire découvrir aussi autre chose aux personnes qui sont moins sensibilisées. Ouais, parce que le Genepi, vous en avez planté un peu ici. Vous avez essayé. Enfin, ça a donné c'est notre première récolte cette année justement. C'est un résultat mitigé, c'est-à-dire qu'on est sur une année où il fait très chaud, où c'est extrêmement sec. Et alors le Genepi, c'est vrai que c'est une armoise, c'est une plante qui est un petit peu sèche de par nature. Et c'est vrai que normalement on n'est pas censé l'arroser. Donc peut-être que dans les années à venir, il faudra penser à un système d'irrigation légère pour pouvoir arriver à apporter au Genepi tout ce dont il a besoin pour pouvoir évoluer et pousser correctement. C'est vrai que c'est une année, je pense, qui est un petit peu dure, même pour nos producteurs de Genepi, dont c'est le métier. J'ai l'impression qu'ils sont peut-être un petit peu en difficulté cette année par rapport à l'année dernière, par exemple, où on avait eu beaucoup de pluie. Donc toujours en tout cas cette nécessité d'avoir un bel équilibre climatique pour le Genepi. Parce que quand il pleut trop, ça marche pas non plus. Ça reste des produits... des plantes, donc on dépend forcément du paramètre climat, nature. C'est évident. Cette année, tout le monde a eu chaud, je crois. Oui. Au niveau de la quantité, mais au niveau de la qualité aussi. C'est-à-dire que, effectivement, quand on est des années très pluvieuses, où le Genepi peut être très abondant, ou en tout cas tiger beaucoup plus, et on n'aura pas les mêmes arômes. On aura moins ce côté floral, on aura plus ce côté épicé, typiquement, on va dire, propre aux armoises. C'est une question de configuration au niveau de la plante. C'est-à-dire que si elle tige beaucoup plus, on aura plus le goût du bois, beaucoup plus boisé, plus tannique, alors que si on a des plantes, des brins de Genepi plus courts, on retrouve plus le goût presque un peu du pollen. Voilà, donc après c'est vrai qu'il faut faire en fonction des années, faire aussi de l'assemblage, ça c'est systématique pour essayer de faire en sorte d'avoir à peu près les mêmes tendances aromatiques dans les produits. Très subtil. Ok. Essaye. Est-ce qu'on termine cette dégustation ou comme vous le sentez ? Alors, moi je pense qu'on pourrait quand même faire un essai avec la poire. Il n'est pas trop tôt. Pas trop tôt, pas trop tard. Voilà, donc ça c'est encore une fois la poire William, des poires qui... Je fais un petit fond.
Oui, tout qu'on petit. produit nous Un bon et qu'on distille. Vas-y. Allez, Donc ça là, on a une réveille. poire qui est pas du tout agressive, qui est finalement assez douce. On retrouve vraiment le goût du fruit. Et puis surtout, on n'a pas de mauvais goût, c'est-à-dire on n'a pas de goût de méthanol, on n'a pas de goût d'éther. Là, on fait vraiment attention en distillation de distiller très progressivement, c'est-à-dire vraiment à petit filet, hein, pour vraiment pas trop élever la température d'ébullition de la moue de poire fermentée, Ok. pour justement avoir qu'est-ce qu'il y a de meilleur au niveau de l'eau de vie. Donc ça, c'est vraiment important en distillation. On ne peut pas prendre de raccourcis, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre son temps, il faut distiller tout doucement. C'est pour ça qu'il y a certains produits qu'on appelle la goutte. Ah, sinon, Parce que ça... on ouais. peut distiller presque goutte à goutte si on veut. Hein, c'est un petit peu ça le Plus principe. lentement possible. Ouais. Plus lentement Bah, de toute façon, possible. sinon, c'est cuit après. Ah ben, oui, alors sinon après on commence à entraîner beaucoup d'eau en distillation, Ouais. et là vous retrouvez une aromatique qui est beaucoup moins noble, où on va retrouver justement ce goût de fruits un peu cuits, les goûts de tanin aussi qui peuvent ressortir, mais qui vont apporter beaucoup d'amertume, une Ouais. astringence, une âpreté au niveau de la bouche qui est moins agréable. Donc toujours intérêt à distiller doucement. Ok. Il n'y a Du que coup, ça à vous retenir êtes- après sur la Toi, distillation. tu disais que t'adorais du coup cette odeur de poire. Ah Vous ouais, êtes plutôt, c'est l'odeur de mon enfance, ça. plutôt plante ou plutôt fruit? Comment, enfin, est-ce qu'il y a, je sais pas, votre préféré sur la table, ce serait lequel? Ça dépend forcément peut-être des jours ou de la saison. Mais... Ouais. Ça dépend, il y a des périodes. Il y a des périodes où on va boire, Ouais. moi je vais boire beaucoup de genépi, d'autres périodes où je vais boire plus de la poire. On fait un whisky aromatisé à la châtaigne aussi. Mhm. Alors, Ah oui, ça c'est le... Qui est très bon aussi. qui marche pas mal en ce moment, surtout il a été découvert par pas mal de personnes en rentrant dans la distillerie. En fait, on a toujours cet effet de surprise, whisky à la châtaigne, et souvent les gens qui me disent non mais moi je suis pas très whisky, ça me donne pas envie. Même moi qui n'aime pas le whisky, je déteste le whisky. Le whisky à la châtaigne, franchement, c'est à tester parce que c'est très surprenant. Un petit peu comme les whiskies canadiens au sirop d'érable, c'est dans ce même esprit, Ouais. avec la châtaigne qui vient arrondir le whisky. Et c'est vrai qu'on a des super retours sur ce produit. C'est vrai que je ne l'ai pas amené aujourd'hui, mais la prochaine fois, Mais ce sera l'occasion de venir vous voir comme ça, Ouais. Exactement. pour nos auditeurs et d'aller le découvrir complètement. Ouais. non, mais c'est très bien. On va pas tout dévoiler non plus. non, c'est sûr, sinon à la fin de la vidéo ça va être compliqué. Oui. on a plus de 15 produits, alors si j'avais amené ça. les 15... Le catalogue, on aurait amené une palette complète. Et oui, ça aurait pu prendre du temps. Mais en tout cas, très bonne cette petite poire 100% de chez vous. Voilà. Madeleine de Proust. Dites-moi, comment vous faites pour faire passer le crapaud à l'intérieur de la bouteille? Ah, alors ça, on le fait sécher, et puis alors il devient tout fin. Alors il rentre, et puis après, avec l'humidité, il gonfle. Ah oui. Merci beaucoup pour cette belle dégustation. On va maintenant passer au moment que vous attendez, que vous appréhendez peut-être un petit peu. Le quiz, on l'a appelé le One Shot Quiz, parce que c'est un quiz de rapidité. On n'a pas de buzzer, mais c'est le premier qui répond, le premier qui prend le point. D'accord. Alors attention, Entre nous deux, c'est celui qui gagne et qui... ouais, il gagne notre admiration, on va dire, Ah ouais. parce qu'on a... Stéphanie de Monaco. Il gagnera un bout de reblochon à la fin. Le gagnant pourra manger D'accord. un morceau de rebloche à la fin. Et le perdant un bout de reblochon aussi. Et le perdant pour l'accompagner, ouais, forcément, parce qu'on est bons joueurs. Donc pour cette première édition et ultime édition du quiz, One Shot Quiz, vous êtes prêts? Allez. Ouais. Vous êtes prêts? Alors plutôt école de la vie ou école de l'eau de vie? École de École de vie. la vie. Ah Je ne sais pas à qui attribuer le point. Est-ce qu'on peut développer un peu là-dessus? Ouais. L'eau de vie c'est la vie, donc finalement c'est un peu la même Ça se question. tient. Ouais. Non, mais il n'y avait pas de piège. Moi je là-dessus. croyais que t'allais dire ou école tout court, donc du coup j'ai dit bah non, école de la vie c'est mieux. Ah ouais. On va attribuer le point à Romain. Ouais, Peut-être je que suis tu vas d'accord. pouvoir te rattraper sur le deuxième. Génépi ou Gentiane? Génépi. Voilà. Bon ça c'est fait. Tu t'es rattrapé comme il faut. Plutôt liqueur ou curly? Liqueur. Ah liqueur, ouais. Ah mais j'avais pas compris. Curly c'est chimique. C'était un jeu de mots. Ouais, C'était un elle jeu est de pas mots. mal, elle est pas C'était mal. ça va vite là-dedans, attention. On va dire que vous avez match nul pour l'instant. Alors, citez-nous les 20 plantes que l'on trouve dans la liqueur des Aravis. C'est ça. Ouais. Matrix. C'est secret. Quoi, faut pas les dire? Bien sûr. Bon, on peut en dire 5. Il y a un peu de genépi. Il y a un peu de génépi. On va dire 5, ouais, on va dire 5. Allez, si, celles qui sont faciles à Il y a trouver. un peu de genépi. Réglisse, Un peu de mélisse, un peu de réglisse. cannelle, clou de girofle. Un peu de clou de girofle. Menthe. C'est déjà bien.
Oui, mais pas tout. Ouais. Non, mais t'as raison. On le disait tout à l'heure, il y a quand même un aspect druide et les recettes de potions magiques, elles doivent rester magiques. Ouais, c'est culturel en fait. Je saurais pas vous l'expliquer. C'est un petit peu comme pour la chartreuse. La chartreuse, c'est une liste de 130 plantes. Ouais. Et c'est vrai que il y a les 2 moines de la chartreuse qui ont chacun la moitié de la recette et ça se transmet. Donc 2 moines en moine. C'est un petit peu pareil dans notre métier. C'est-à-dire que mon savoir-faire, je le détiens de mon père, qui le détient lui-même de son père, etc. Et donc on a vraiment cette volonté de transmettre, mais de garder quand même la main sur on va dire, la connaissance. Alors on en parle beaucoup entre nous, c'est-à-dire de distillateur à distillateur. Moi j'entretiens, c'est pour ça qu'on dit qu'on est on est tous confrères, il n'y a pas de concurrence dans notre métier, on est tous confrères, on entretient des bonnes relations entre nous, on échange souvent sur la qualité des plantes, sur plein de choses. Ouais. Et c'est vrai que on garde notre petit secret de fabrication pour nous. C'est bien ça. Normal. On aime bien. Alors attention, question suivante. Toujours au taquet. Plutôt se fendre la poire ou être bonne poire? Se fendre la poire. Se fendre la poire. Oh, toujours match nul. Est-ce que vous êtes capable de faire le bruit du bouchon? Ah ouais, ça va. C'est pas mal. Ouais. Vas-y, t'as le droit à un essai aussi? Non. Ah si, bon on verra ce que ça donne. On est bon. Dernière question, ultime question, on va dire pour vous départager, et on verra qui mangera un bout de rebloche en premier. Ouais. Dans le mot liqueur, il y a le mot cœur. Bravo. Bravo. C'est Sarah qui remporte ce dernier point. Bon, on va continuer un petit peu, et pendant ce temps, je vais couper un bout de fromage. Parce que bon voilà, ça reste un métier et un métier passion, c'est traditionnel. On va... Hop là. Oula, mais il est bien collant celui-là. Il est bien fait. Vache. Ouais. C'est comme ça que je les aime moi. Comment ça se passe, pendant qu'on discute, on va parler de ça, comment ça se passe pour arriver à renouveler un peu le métier? Parce que là on a de la vanille, on a du génépi, on a du whisky châtaigne. Faut être créatif quoi finalement. Ouais, oui, il faut être créatif. Après, c'est un petit peu comme la cuisine. À savoir que, quoi qu'on dise, il y a des tendances de consommation. On a vu il y a quelques... Alors, pour le coup, avant, on était extrêmement orienté sur le liqueur de fruits. Je parle pour la France. Là, de plus en plus, le consommateur, l'amateur d'alcool français s'est mis à boire du gin. Ça fait déjà 5-6 ans qu'on a beaucoup de consommation de gin. Alors avec Sarah, pour le coup, là dans l'été, on va pouvoir sortir notre gin. C'est une recette qu'on a déjà faite depuis un petit moment. Des gros problèmes d'approvisionnement sur les bouteilles. Alors j'espère qu'on va pouvoir l'embouteiller dans l'été. Et d'ailleurs c'est un gin qui sera bleu, de couleur bleue, donc qui va basculer. D'accord. C'est une recette totalement organique, voilà, avec une petite plante qui va apporter cette couleur on va faire un jeu de mots, bleutée. Le gin bleu, quoi. Voilà, on pourrait. Et en fait, en ajoutant par exemple un acide citrique, donc ce qui peut être le cas pour le tonic, il va systématiquement basculer sur le rose. Donc c'est assez intéressant. On a un joli jeu de couleurs qui opère quand on fait le cocktail. Après, de plus en plus, on a cette tendance aussi en France sur la consommation locale et sur le whisky. Donc on a le whisky français qui est en plein essor. Nous, on a déjà notre whisky à la châtaigne qui fonctionne bien, mais c'est vrai qu'on aimerait de plus en plus essayer de creuser un petit peu cette piste-là sur le whisky, justement en sélectionnant des fûts qui ont déjà contenu des vins, qui ont une histoire, qu'on pourrait reconditionner avec justement un système de brassage directement sur place à la distillerie, distillation sur place, et puis encore une fois une sélection de fûts qui nous est propre pour essayer de trouver des whiskies qui ont des typicités assez intéressantes, assez particulières. Donc après, vous allez me dire que c'est des vieux produits, un whisky, c'est effectivement, on en a toujours fait depuis longtemps, mais il y a toujours un petit peu un roulement. Et en tout cas entre les modes de consommation, c'est un petit peu comme la mode pour les vêtements, et finalement il faut aussi parfois savoir s'adapter. Ouais, il faut suivre les tendances, et puis c'est comme la mixologie, les cocktails ça revient, c'est quelque chose là qui prend pas mal d'ampleur même dans les bars, tout ça, et c'est vrai qu'on essaie de promouvoir un peu un mode de consommation autre que les digestifs qui sont un peu vieillissants, même si ça revient à la mode.
proposer des recettes de génépi en mojito par exemple, ou voilà, des recettes de nos alcools qui sont digestifs, mais à les faire dans des cocktails pour l'apéro, quoi. Puis on peut vous retrouver finalement dans plusieurs restaurants aussi, par exemple sur la Clusa, avec des recettes spécifiques à base de vos produits. Ça, il faudra aller sur le compte Instagram. Alors c'est Sarah qui s'en occupe. On fait plein de recettes en ce moment. On est justement en train de vous préparer plusieurs petites vidéos pour essayer de mettre en scène nos produits, justement en cocktail, parce que c'est vrai qu'un génépi en shot, c'est sympa, mais on peut aussi le travailler de différentes manières en cocktail, ça marche très 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 bien. C'est pas simplement réservé au shot, c'est pas non plus simplement réservé à la montagne, vous pouvez aussi en boire un petit peu chez vous presque toute l'année, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Avec modération bien sûr. Non-stop, mais avec modération bien sûr. Voilà. Eh ben c'est nickel, c'est trop bien. On avait une dernière question d'internaute, mais qui date du 1er avril de l'année dernière. Est-ce que c'est réellement possible de distiller du reblochon? Parce que voilà, pour rappel, on avait fait la liqueur de reblochon le 1er avril c'était 2021. Mais techniquement, ce serait compliqué. Techniquement, distiller du reblochon, alors ce qui se passe dans une distillation, c'est que c'est un corps gras qui va être un peu soluble, donc souvent dans les plantes, ce qu'on appelle l'huile essentielle, qui va se diluer dans de l'alcool. Alors ça, c'est quand on distille des macérations, dans le cas de notre génépi par exemple. Donc effectivement, si on mettait du génépi à macérer dans l'alcool, on aurait un peu une dilution du fromage dans l'alcool. En le passant dans l'alambic, on arrivait à extraire un alcoolat extrêmement concentré en alcool, parce que l'alambic, la distillation, c'est systématiquement un travail d'extraction aromatique et extraction d'alcool. Et cet alcool emporterait avec lui obligatoirement l'arôme du fromage, c'est sûr. Donc on pourrait faire une distillation de reblochon. Alors après, vous dire que ça serait bon, ça c'est un autre débat. Mais de manière théorique, on pourrait le faire. D'accord. Ça c'était pour le cours de chimie, comme ça on est calé. Si jamais certains veulent essayer chez eux, ils pourront nous envoyer leurs résultats pour nous dire ce qu'ils en pensent. Bon, ça sentirait peut-être un petit peu les pieds ou un petit peu le. Je garantis pas le résultat. L'alcool qui pue des yep. On va terminer ce podcast avec un petit peu de promo, même si on l'a fait un peu tout au long de cette interview. Mais voilà, pour donner un peu l'eau à la bouche de nos auditeurs, on peut rappeler votre adresse, votre site web, où est-ce qu'on vous trouve? Ouais, alors vous pouvez nous trouver en plein cœur de la Clusa, c'est au 106 chemin du Pré de Foire. Mais pour faire plus simple, c'est quand vous arrivez au rond-point principal de la Clusa, le rond-point du Bélier. Prenez la première à droite, vous descendez un petit peu et on est là. C'est tout de suite à gauche, il y a le gros bâtiment. Ouais, voilà. L'ardoise au bord de la route. Exactement. C'est ouvert. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir faire une visite, et puis n'hésitez pas aussi à faire une petite dégustation. On va être ouvert tout l'été, donc on vous recevra avec grand plaisir. Voilà. Alors pour les visites, il faut penser à réserver en ligne, c'est le mieux. Donc vous allez sur distillerie-arabi.fr et un petit onglet visite. Et puis vous pouvez réserver votre créneau. C'est gratuit, il faut juste penser à se caler dans un des créneaux disponibles. Ok, voilà. Parfait. Dernier point, parce qu'on est en train de travailler nous sur la promo automnale. On est en train de se caler aussi sur le High Five Festival qui aura lieu du 30 septembre au 2 octobre. Ouais. Et on va faire des stands, ou en tout cas des animations ambulantes. Pour l'instant, c'est en cours de réflexion, mais on vous en dira plus. Ça vous dirait de passer faire un petit apéro génépi avec nous sur cet événement-là? Nous, on est toujours disponible, de toute façon, pour essayer de parler un petit peu de votre métier. Donc ça sera avec grand plaisir, c'est sûr. On s'occupe de l'ambiance, on s'occupe de l'animation, et puis vous venez avec 2-3 bouteilles et on fera découvrir tout ça à tout le public. Super. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à toi Pierrick. Ouais, pour l'invitation, c'est top. Ça fait très plaisir. Le reblochon est délicieux, alors bravo. Ouais. On a tout ce qu'il faut. On a à boire, on a à manger, voilà. On l'enregistre à l'heure du petit déjeuner. Il est exactement 10h là ce matin. Pour ceux qui d'aller travailler après. Le podcast un peu le soir. La journée commence bien, on va dire. Un nouvel épisode qui s'achève. Ça fait vraiment très plaisir de vous avoir vu. Et on conseille vraiment à tout le monde d'aller faire ces petites emplettes, ces visites, ces dégustations chez vous. Merci Sarah, merci Romain.
On se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. On a déjà notre petite idée, mais ça restera une surprise pour vous, nos auditeurs. D'ici là, prenez soin de vous, profitez bien de l'été, allez à la distillerie pour faire des dégustations. Yes. Et à bientôt. Merci, salut. À bientôt. Au revoir.